Trace matinale, l'interview politique. Et comme vous le savez, amis auditeurs, nous sommes une émission culturelle et politique, notre interview s'en ressent, et donc nous allons procéder en deux temps, d'abord la politique générale et ensuite les questions culturelles. C'est Eva Kling qui posera les questions culturelles, et bien évidemment vous l'attendez tous puisqu'il n'était pas là la semaine dernière, en tout cas pour son thème astral. Simon Berger va nous faire la chronique astrologie, l'astrologie de lutte ouvrière. Avant sa question de politique générale, Madame Dabat, on se souvient, c'était il y a quelques jours, les sorties de Nathalie Arthaud relativement pro-Poutine sur la question ukrainienne. Est-ce que vous pouvez commenter ? Alors, ce que je vais commenter d'abord, c'est qu'on n'a absolument pas des positions pro-Poutine. Là, c'est quand même mensonger. On dénonce absolument toute la politique de Poutine, d'abord en tant que celui qui a déclenché la guerre, cette guerre monstrueuse contre l'Ukraine et contre la population ukrainienne. On n'a absolument aucune hésitation là-dessus. On dénonce aussi la manière dont il se comporte avec la population russe, ceux qui manifestent contre la guerre et qui, depuis le début, par dizaines de milliers, ont été arrêtés. On dénonce ce qu'est cette dictature de Poutine. On n'a absolument aucun bémol là-dessus. Par contre, effectivement, on dit que ce sont pas les seuls responsables de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas Poutine le seul. Poutine et la classe de bureaucrates et d'oligarques qu'il représente. Ont déclenché cette guerre-là. Mais cette guerre, si on veut comprendre les événements, faut comprendre d'où ils viennent quand même, quoi. Sinon, on comprend rien à rien. Et là, ça fait quand même des années que l'OTAN a une politique agressive de fait envers la Russie, en ayant développé des bases militaires tout le long de la frontière russe. Et qu'effectivement, il y a un moment où ça peut produire ce genre de choses. Mais juste, j'aimerais qu'on imagine si après l'éclatement de l'URSS, si toute cette bande de pays qui faisait avant partie de l'influence de l'URSS et directement de l'URSS pour certains, s'ils étaient restés côté Russie et s'ils avaient mis des points militaires tout le long de la frontière avec l'Europe, je pense que l'Europe se serait sentie agressée par ces militaires-là. Donc là, c'est ce qui se passe avec la Russie, et c'est ce qui fait que nous on pense qu'il y a une co-responsabilité avec l'OTAN et les grandes puissances dans cette guerre-là avec Poutine. Mais ça ne justifie en aucun cas, et c'est malhonnête de le dire, qu'on défend Poutine là-dedans. Mais mine de rien, cet élément de langage semble être quand même celui qu'on entend comme sorti du Kremlin, ou en tout cas qui a été assumé par les médias français comme étant sorti du Kremlin, à savoir que finalement, dans le cas inverse, on aurait fait pareil. Est-ce que vous pensez pas qu'on pouvait mettre de sérieux doutes sur le fait que l'Europe aurait envahi cette bande-là, si jamais c'était le cas ? Mais elle l'aurait fait d'une autre façon. Mais rappelez-vous quand même, alors ça date un peu, c'est les années 60, d'accord, mais quand il y a eu les missiles soviétiques à Cuba, les États-Unis étaient prêts à partir en guerre. Donc on peut réécrire l'histoire, on peut arranger ça comme ça arrange, et c'est pas parce que tous les médias vont dans le sens de dire que si on dit qu'il y a une responsabilité de l'OTAN, c'est parce qu'on défend Poutine. C'est pas parce qu'ils pensent ça que ça va nous faire changer de point de vue. C'est pas parce qu'ils le disent et qu'ils le répètent que c'est vrai. Dans les médias, il y a des tas de choses qui se disent et qui vont dans un sens très précis, celui de la défense des plus riches, celui de la défense de la grande bourgeoisie, celui de la défense de l'impérialisme. Et c'est pas parce qu'on a un point de vue différent qu'on a tort. Bien au contraire, c'est parce qu'on défend une autre classe sociale qu'on a un autre point de vue. On a parlé des causes, parlons maintenant de éventuellement l'avenir ou des solutions qui pourraient se présenter. Lutte ouvrière soutient quoi vis-à-vis du statut de l'Ukraine ? Nous, on soutient les peuples. Nous, on soutient les peuples, en particulier en ce moment, qui sont contre la guerre. Dans l'Ukraine, il y a forcément, avec les horreurs qui se prennent sur la figure, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont une seule envie, c'est que la guerre elle s'arrête. Et ça, il y en a aussi en Russie, qui ont envie que cette guerre elle s'arrête. Moi, je fais confiance dans les populations dirigées par les travailleurs, et je pense que pour qu'on arrête les guerres, il faudra enlever leur pouvoir de nuisance
aux grands capitalistes, à l'impérialisme, à ceux qui, à ces intérêts des plus riches qui servent et qui mènent les peuples les uns contre les autres dans des guerres, y compris des peuples comme la Russie et l'Ukraine, qui étaient entremêlés, qui avec des familles communes, avec des amis communs, et qui se retrouvent avec des puissances qui créent des fossés de sang entre eux aujourd'hui. Enfin, on a quand même un petit peu l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est un cadre d'analyse régulièrement soutenu. Ce que méprise Poutine dans cette affaire, c'est quand même la volonté d'un peuple, la volonté du peuple ukrainien de rejoindre l'Union européenne. Non, je crois pas. Je crois que, ça c'est juste un petit bout du problème. Mais le problème, pour moi, il est bien plus large que ça. C'est une rivalité qu'il y a entre les États-Unis et la Russie sur fond de crise économique où chacun veut augmenter ses zones d'influence. Autant d'un côté que de l'autre. Et ça se fait aujourd'hui avec la peau des Ukrainiens. Et c'est ça qui est criminel aujourd'hui. Justement, ce qu'il y a aussi en filigrane, c'est l'interprétation contemporaine que peuvent avoir les marxistes et les héritiers du marxisme du droit international. Est-ce que vous l'analysez comme un outil économique ou comme un outil pacificateur ? C'est moi j'ai une vision internationale. C'est que les travailleurs, ils ont les mêmes intérêts au-delà des frontières, partout, et à défendre, et bien plus que leur propre patron français. Moi, la seule vision internationale qui m'intéresse, c'est celle-là. C'est comment on peut se bagarrer avec tous les peuples de cette planète contre nos vrais ennemis, parce que justement, je tiens à dire quand même une chose, c'est que dans cette guerre sur l'Ukraine, pour nous, il y a deux camps. Mais c'est pas les deux camps qu'on nous présente, parce que pour nous, un Poutine, un Biden, un Macron, ils sont dans le même camp, celui des ennemis des travailleurs, celui des ennemis des populations. Et c'est pour ça que nous on choisit pas notre camp entre eux, on choisit notre camp socialement, et c'est le camp des travailleurs, et c'est le seul espoir d'en finir un jour avec ces guerres. Alors, on quitte pas l'international, mais on revient en tout cas à la France, avec une question qui a été assez sensible ces dernières semaines, qui est celle des parrainages. Il est vrai que Nathalie Arthaud a réussi à obtenir ses parrainages avec une facilité qui en a déconcerté plus d'un, ou en tout cas avec une régularité historique qui semble se confirmer. Alors dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente une candidature marxiste, celle de la lutte ou celle de lutte ouvrière, en 2022? Alors d'abord, c'est pas avec une facilité déconcertante, c'est des mois et des mois et des mois de centaines de militants qui font le tour de tous les villages, de tous les maires, et pour décrocher ces signatures en allant les voir une fois, deux fois, trois fois, quelquefois quatre fois. Hein, c'est parce qu'on fait ce travail militant qu'on obtient les signatures, et puis parce qu'il y a des maires qui ont envie qui sont pour le pluralisme, qui ont envie que la voix qu'on exprime, elle puisse s'exprimer. Et justement, pour nous, si on fait tout ce travail-là, et si ça nous paraît important de nous présenter à ces élections, c'est justement pour faire entendre ce camp des travailleurs, mais pour faire entendre les exigences du monde du travail. Et est-ce que, historiquement, vous avez une régularité dans les personnes qui parrainent, ou est-ce que vous avez des lieux historiques de parrainage? Est-ce que vous constatez une forme d'homogénéité à chaque fois des origines des parrainages au fur et à mesure des élections, ou est-ce qu'à chaque fois, faut renouveler le combat vraiment à fond? Faut toujours renouveler. Alors évidemment, il y en a qui nous sont fidèles d'une fois sur l'autre, et ça, on y tient énormément à cela. On les remercie. Mais il y a aussi tous ceux qu'il faut retrouver, tous les nouveaux, tous ceux qui ont démissionné entre-temps, qui ont arrêté, qui n'ont pas été réélus, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui. Alors s'il y a quelque chose qui est commun, c'est que c'est quand même beaucoup plus les maires des toutes petites communes qui nous soutiennent. Pourquoi ? C'est parce que ils sont plus au contact de la population, parce qu'eux-mêmes ils travaillent, eux-mêmes souvent ils sont salariés, et que ce qu'on peut dire, même s'ils ne le partagent pas fondamentalement, c'est des choses quand même auxquelles ils sont plus sensibles que d'autres. Historiquement, Lutte ouvrière présente une femme au présidentiel, et pourtant on peut trouver votre programme étonnamment peu loquace sur la question de la cause des femmes. Parce que on n'est pas peu loquace dessus, mais c'est pas un combat coupé du reste, quoi. Pour nous, c'est lié à la société comment elle fonctionne, et aux inégalités sociales. C'est lié à tout ça. Donc pour nous, c'est le combat de la cause des femmes. Il se résoudra en même temps que celui de la société. C'est quand on en finira avec cette société inégalitaire qu'on en finira avec les problèmes les plus importants liés aux femmes. Pourtant, avec
avec les délocalisations, la précarisation, et là où on pense trouver en tout cas le plus de prolétaires avec un E, puisque, enfin, je veux dire, là où les foyers du prolétariat aujourd'hui semblent être majoritairement féminins. La femme de ménage, pour prendre l'archétype en tout cas de ce qu'on envisage aujourd'hui comme étant la prolétaire ou l'ouvrière, dans la mesure où il y a eu une série de délocalisations, et l'ouvrier manuel en tout cas semble être de moins en moins présent en France. On a vraiment l'impression que le prolétariat aujourd'hui est majoritairement féminin. Alors ça, c'est pas une vision que j'ai. C'est aller dans les usines d'automobiles. Je suis pas sûre que vous trouverez beaucoup plus de femmes que d'hommes. Aller dans des tas de secteurs de la classe ouvrière aujourd'hui, et même dans des secteurs qui dits plus nouveaux sur les auto-entrepreneurs, etc. Les livreurs, des livreaux. Je suis désolée, moi je vois plutôt des hommes. Il y a des tas de secteurs qui sont pas majoritairement féminins aujourd'hui. Hein. La question n'est pas innocente. Elle appelle à une question sur le positionnement de lutte ouvrière, sur un concept en tout cas qui semble aujourd'hui traverser les différents courants de gauche, qui est celui de l'intersectionnalité. Est-ce que c'est plus dur d'être prolétaire quand on est une femme? Est-ce qu'on cumule deux raisons en tout cas d'avoir une précarité supplémentaire? Oui, bien sûr. On sait que les femmes sont plus nombreuses à avoir des emplois à temps partiel. On sait que c'est dans les plus petits salaires. On sait que plus on monte dans la hiérarchie et moins il y a de femmes. Ça, c'est évident. Mais pour nous, la meilleure façon d'être féministe, c'est d'apprendre aux femmes à se battre. Et que ce soit sur le terrain social, que ce soit sur le terrain personnel, que ce soit à tous les niveaux, être féministe, c'est apprendre aux femmes à se battre. Toute autre question, tout autre combat, celui de la retraite. Emmanuel Macron a annoncé son souhait de mettre la retraite à l'âge de 65 ans au programme de son deuxième potentiel quinquennat. Vous en pensez quoi? Ça c'est une constante, hein, bien sûr. On s'attendait pas à autre chose. C'est la dernière fois qu'il a voulu mettre les retraites sur le tapis. Il a dû reculer avec 2 mois de grève en décembre 2019 et janvier 2020, où j'étais d'ailleurs personnellement particulièrement active dans ces 2 mois de grève. C'est ça qui l'a empêché d'aller au bout de sa réforme. Là, il veut remettre ça sur le tapis et avec travailler jusqu'à 65 ans. Dans une période où on a encore des millions de chômeurs, et où on sait bien qu'avec la période dans laquelle on est, ça risque plus d'augmenter que de diminuer, et il risque plus d'y avoir davantage de chômeurs avec l'aggravation du contexte économique qu'on risque d'avoir à subir. Vouloir user complètement les vieux travailleurs à la tâche pendant que leurs enfants seront au chômage, c'est une absurdité totale. C'est quoi alors une bonne politique de retraite pour lutte ouvrière? C'est une bonne politique de retraite, c'est d'abord des pensions à 2 000 € par mois qui permettent de vivre décemment et pas des pensions à 1 000 € quand on a de la chance, parce que souvent c'est même pas ça. Et ça se finance comment, une pension de 2 000 €? Ça, c'est pas dur. C'est quand les entreprises du CAC 40 annoncent 137 milliards de bénéfices rien que pour les distribuer en dividendes à leurs actionnaires, ça serait bien plus efficace et plus utile à la société de s'en servir pour augmenter les salaires, pour augmenter les allocations et pour augmenter les pensions de retraite. Pourquoi vous allez me dire que la question est sans doute très connotée dans la façon de la poser, mais pourquoi cette obsession de vouloir toujours aller piocher dans les dividendes? C'est dans les profits qu'il faut aller piocher, parce que c'est là que l'argent existe et que cet argent-là, il est fait sur le dos des travailleurs. Donc ça nous appartient, c'est à nous. Donc pour piocher dans les profits, on fait comment? On ponctionne par une politique fiscale adaptée? Comment est-ce qu'on fait concrètement pour aller piocher dans les profits? Et la question, elle est là non plus pas innocente. Si on y va par une politique fiscale, est-ce que vous n'avez tout simplement pas peur de l'évasion fiscale? On a des armées d'avocats fiscalistes derrière qui pourront s'arranger pour que la politique soit la plus adaptée. Moi, là-dessus, je suis pas gênée. C'est dans cet argent-là qu'il faut piocher, parce qu'on réclame que notre dû, puisqu'il est fait sur notre travail. Ça peut être fait par une politique fiscale. Ça, on pourra trouver toujours le moyen d'aller piquer ce pognon-là, parce qu'il est à nous. Mais ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un jour on est en situation réellement de peser suffisamment pour prendre sur ces profits
pour qu'ils servent à nos salaires, à nos retraites, c'est que les travailleurs ils seront sacrément organisés déjà pour peser suffisamment pour ça. Et du coup, dans cette situation-là, s'il y a des entreprises qui disent moi non, c'est trop lourd, je veux garder mes profits, je pars ailleurs, qui partent, mais l'entreprise on la réquisitionne. Carrément. On a parlé d'Ukraine, on a parlé de femmes, on a parlé des femmes, on a parlé de politique de retraite, on va maintenant parler d'environnement et d'écologie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'historiquement, les partis ouvriers étaient quelque peu sceptiques sur les questions de réchauffement climatique. Historiquement, il y avait même, c'est un excellent ouvrage de Pierre Charbonnier, non c'est pas Pierre Charbonnier, mais un excellent ouvrage, je retrouverai peut-être la référence à la fin de l'émission, mais qui le démontre. C'est vrai qu'historiquement, l'écologie n'est pas d'origine une question de gauche, ni une question de parti ouvrier. C'est quoi aujourd'hui la position de lutte ouvrière sur l'environnement ? Alors nous, on n'est absolument pas sceptique sur le réchauffement, pas du tout. Nous, on a une vision plus scientifique des choses. Par contre, justement, on pense que les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux, ce qui démontre surtout aujourd'hui, c'est à quel point il faudrait des décisions mondiales, des décisions au niveau de toute la planète sur tous ces sujets. Et à quel point justement la classe capitaliste qui dirige nous envoie dans le mur sur tous ces sujets-là. Et ça montre du coup, puisqu'il faudrait une politique mondiale là-dessus, ça montre à quel point les frontières sont complètement dépassées et devraient être supprimées, et qui est réellement une organisation mondiale de la société. Et qui seul pourrait résoudre ces problèmes-là. C'est pas en France qu'on va trouver la solution pour faire baisser le réchauffement climatique. C'est forcément au niveau planétaire qu'il faudra prendre des décisions. Alors ni un quinquennat ni deux, en tout cas, ne permettrait un changement radical dans le fonctionnement de la gouvernance mondiale. Ni 10 d'ailleurs. La question qui se pose par conséquent, c'est comment est-ce que peut agir la France à sa modeste échelle sur les questions climatiques et environnementales, et en particulier, quelle est la position de lutte ouvrière sur les politique énergétique de la France et l'annonce par Emmanuel Macron d'un nouveau plan nucléaire. Nous sur le nucléaire, on n'a jamais été contre le nucléaire en tant que source énergétique. C'est en tant que tel. Par contre, on n'a pas confiance dans les mains de ceux qui dirigent et qui décident. Et c'est parce qu'effectivement, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes sur les déchets, il y a des problèmes qu'il faudrait réellement prendre sérieusement en compte. Mais c'est pas l'énergie nucléaire elle-même qui, elle, au contraire, dégage moins de CO2, etc. C'est être sûr qu'il n'y ait pas justement une course au profit là-dessus qui fasse qu'on mette à un moment donné les problèmes de sécurité de côté pour que ça soit plus profitable. Mais qu'il puisse y avoir un vrai contrôle de la population, des travailleurs, sur la manière dont tout ça s'est utilisé et géré. Nous, c'est ça notre position là-dessus. Et quand Emmanuel Macron parle de mettre plusieurs EPR partout, enfin là, désolé, mais l'EPR, qu'on soit capable d'en faire un déjà qui fonctionne, parce que pour l'instant, c'est même pas le cas. Ça fait 20 ans, je crois, qu'ils essaient d'en faire fonctionner un, et à chaque fois il y a des problèmes, ça marche pas. Donc quand on commence par avoir des choses qui fonctionnent, et puis on verra comment on peut les mettre en place après, et comment on peut contrôler que réellement ça se fait de la manière la plus sûre possible. Donc pour l'énergie, on fait quoi ? C'est sur l'énergie, c'est d'abord justement on met des gens en qui on peut avoir confiance. Après, bien sûr, sur les renouvelables, il y a peut-être plein de choses à explorer, à exploiter, à pousser, et qui seraient importantes. Mais voilà, nous on a une énorme confiance dans la science et dans l'intelligence de l'humanité, et on est persuadé que des solutions, l'humanité elle en trouvera parce qu'elle en a toujours trouvé. Le problème, c'est que ça soit pas freiné par des problèmes de profit, et que ça soit pas dangereux parce que ceux qui les ont entre les mains préfèrent les profits justement à la sécurité. Enfin, toujours est-il que dans la phase transitoire, ça risque d'être
toujours les mêmes qui trinquent, ceux qui sont déjà dans une situation de précarité énergétique. On voit l'augmentation des prix à la pompe. On aura sans doute, enfin même je dis sans doute par pudeur, mais en réalité on en est sûr qu'il y aura une augmentation des prix de l'électricité et de l'énergie pour l'hiver prochain. Est-ce que vous ne pensez pas que, mine de rien, le nucléaire est l'énergie qui permet, bon, d'une part l'indépendance énergétique, mais par ailleurs de fournir une électricité à un prix qui soit décent pour ceux qui sont déjà dans une situation de précarité énergétique? Oui, c'est pas faux. Mais je tiens à parler quand même de l'inflation liée justement aux autres énergies, pétrole, électricité, gaz, etc. Parce qu'il y a quand même une énorme part de spéculation sur les augmentations de ces prix-là. Et qu'on commence justement à se débarrasser de tous ceux qui spéculent avec tout ça et qui se font des milliards. Moi, je suis désolée, mais... Il y a des enjeux de spéculation, mais il y a aussi des enjeux qui sont vieux comme l'existence du marché, à savoir que plus de demandes par rapport à une offre qui se rétrécit, ça augmente nécessairement les prix, sans qu'il y ait d'enjeux de spéculation. Oui, mais c'est pas nécessaire. Parce que ça pourrait se faire. Parce que c'est des choses qui sont décidées, qui se font. C'est dès l'instant, il y a moins de gens, il y a plus de gens qui veulent acheter ce que j'ai, j'en profite pour augmenter les prix. Mais ça veut pas dire que ce que je paye, c'est ce que je fabrique, c'est plus cher. C'est là, il y a eu quelque chose d'intéressant sur le blé. C'est en même temps, dans des infos, on nous annonce que le prix du blé va forcément augmenter à cause de l'Ukraine, à cause de la Russie, etc. Mais que par contre, en France, on pourrait être autosuffisant là-dessus. Donc ça veut dire que les prix vont augmenter en France parce que les prix mondiaux vont augmenter, alors que ça coûtera pas plus cher en France de le faire. Donc il y en a qui vont se faire des fortunes en France en vendant le blé au prix du cours mondial, alors que eux, ça leur rapportera pas, ça leur coûtera pas plus cher de le fabriquer. Vous comprenez ça? C'est quand même un problème dans le fonctionnement de la société, ça. Et sur le pétrole, juste un petit exemple aussi, quand les gens en peuvent plus des pleins d'essence qui coûtent de plus en plus cher, c'est des fortunes pour aller travailler. Ceux qui n'ont plus le choix, ceux qui n'ont pas le choix de prendre les voitures, ils sont de plus en plus coincés. Quand en même temps Total annonce 15 milliards de profits, ça veut dire que ça lui a pas coûté plus cher à fabriquer. Ça veut dire qu'elle a juste augmenté les prix et qu'elle a encaissé toute la différence et que c'est les gens qui trinquent maintenant et qui peuvent plus aller bosser. Nous, on a des gens qui nous disent qu'ils vont bosser à pied, qui font 1 heure le matin à pied, 1 heure le soir pour rentrer parce qu'ils peuvent plus payer leur plein d'essence. Et avec Total en face qui encaisse 15 milliards, ben oui, c'est là-dessus qu'il faut prendre pour réguler les prix. Qu'ils comprennent sur ces profits-là. C'est scandaleux qu'ils se fassent des profits pareils. Après avoir parlé des billets verts, parlons d'un sujet un peu plus léger qui sont les billets pour accéder à des concerts et à des places de théâtre. Décidément, ce matin, ça va être le prix de la transition, ça va être terrible. C'est excellent. Continue, rame encore, rame. Eva, c'est ton tour, parlons culture. L'accès à la culture est un enjeu majeur pour une large partie de la population, enfin voire même toute la population. Quelles solutions concrètes avez-vous pour apporter la culture, notamment aux populations moins favorisées ? Je pense que ça doit d'abord passer par l'école. Et qui est un vrai accès à la connaissance d'abord, à l'ouverture justement, parce que pour l'accès à la culture, faut comprendre que dans plein de familles, de milieux vraiment défavorisés, ça existe même pas. C'est quelque chose qui est fait pour un autre monde. C'est donc déjà qu'on puisse, dès la maternelle, dès le début, avoir des conditions dans les quartiers les plus défavorisés qui permettent réellement d'apprendre, qui permettent de réussir une vraie scolarité. Et qui permettent d'ouvrir suffisamment les esprits pour sentir que on a un accès, on a une place dans ce monde-là de ceux qui profitent de la culture. Concrètement, par exemple ? C'est concrètement, ça veut dire des classes de maternelle où il y aurait que 10 élèves dans les endroits où les enfants, ils ont pas forcément la langue du français qui leur est à laquelle ils sont sensibilisés tout petits, qui peuvent apprendre d'autres langues, qui arrivent et qui ont quelquefois justement une difficulté à se faire réellement à l'école dès le plus jeune âge, et ça, si ça continue à être compliqué sur l'école primaire, après c'est foutu, c'est le retard qui est pris, il peut pas être rattrapé. Donc pour moi c'est d'abord commencer par ça.
et pouvoir construire le lien qui va permettre d'aller vers la culture. Et que ça soit pas effectivement un privilège pour certains milieux. Essayer de parler dans un milieu très ouvrier, très ou moins quelquefois, ou chômeur, ou essayer de parler à des enfants de l'opéra, mais pour eux, enfin, de quoi on leur parle? S'ils savent que ça existe, c'est quelque chose vers lequel ils pourront jamais aller, une chose vers laquelle ils pourront jamais aller. Mais il y a des choses à faire à cet âge-là en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte aussi, pour les populations défavorisées en tant qu'adultes aussi, qu'est-ce que vous pourrez faire pour leur accès à la culture? Ça déjà ça passe par les tarifs, hein, et donc s'il y avait des choses gratuites, c'est évidemment. Mais des choses gratuites, ça veut dire que vous soutiendrez les industries culturelles pour qu'elles puissent rentrer dans leurs frais? Pareil, hein, on prend sur les profits, hein. Moi ça là j'ai aucun problème avec ça. Le fric, on sait où il est, il y a qu'à aller le prendre là, hein. Si on veut un accès à la culture pour tout le monde, faut vouloir prendre l'argent où il est. Vous parlez de l'opéra, les profits de l'opéra sont pas non plus démentiels. Là, je parle pas des profits de l'opéra. Je parle, moi, c'est les 137 milliards du CAC 40, hein, quand je parle de profit. C'est pas ceux de celui qui gratte sa guitare dans son coin. Okay. C'est là. Si on veut un vrai accès à la culture, faut ça. Mais on voit bien aujourd'hui que ça ne suffit pas. Il y a des tas de communes qui essaient de faire des spectacles pas chers, à 10 €, des choses comme ça. Mais malgré ça, il y a tout un milieu qui peut pas y aller parce qu'il n'y a pas le chemin qui permet d'aller vers la culture. Et c'est ça qu'il faut construire. Et ça, je pense que ça peut se faire par l'école, mais et donner par l'école, que c'est l'école qui peut aussi amener. Moi, quand j'étais môme, on nous amenait à des concerts à l'école, on nous amenait à des concerts de musique classique, de choses comme ça, et ça pouvait un peu ouvrir l'esprit, savoir que ça existait et que bon, on s'y ennuyait pas forcément à mourir, que ça pouvait être intéressant. Emmanuel Macron avait annoncé vouloir arrêter la redevance télé. Comment se positionne la lutte ouvrière par rapport à cette redevance? Nous, les redevances, on est pareil pour que ce soit les riches qui les payent, aucun problème. C'est parce que lui il dit qu'il va supprimer la redevance télé, mais du coup le service public de la télé, qui c'est qui le finance? Ça sera en augmentant les impôts, donc de toute façon ça revient au même, on le paye quand même. Moi je suis pour que la télé elle fonctionne, qu'elle ait les moyens de fonctionner et qu'on prenne le pognon là où il est pour la faire fonctionner. Ou via une privatisation, mais je doute que ça vous plaise aussi comme politique. Non, pas spécialement, non. Je réclame pas de privatisation, au contraire. On a eu une tendance ces dernières années, dans le cinéma français notamment, à caricaturer la population ouvrière. On a eu des films qui étaient en tout cas traités dans les grands médias comme des films sur, et je ne cautionne pas le mot, mais des beaufs. Vous en pensez quoi de cette caricature dans les médias, ou en tout cas dans les films de la classe populaire? Chacun au niveau de l'art, chacun il fait ce qu'il veut comme il veut. Après du coup ça veut dire qu'il y a ceux qui le font avec leurs préjugés sociaux, et puis il y a d'autres qui le font avec d'autres choses, mais moi je suis pas contre le droit à la caricature quelle qu'elle soit. Je suis pas pour qu'on censure ce qui irait pas dans le sens de ce qu'on a envie d'entendre, envie de voir. Il y a un public pour ça, visiblement, sinon ça fonctionnerait pas. Mais par contre, il y a aussi tous ceux qui font des films et qui là ont un vrai sens social et qui sont qui sont vraiment importants et qu'on a plaisir à voir. Après c'est en fonction des goûts de chacun, mais je suis pas pour qu'il y ait un cahier des charges sur les films, l'art en général, et qu'ils répondent à des diktats quels qu'ils soient. Pendant son quinquennat, Emmanuel Macron a mis en place un pass culture. Vous parliez tout à l'heure de l'accès à la culture pour les jeunes. Est-ce que c'est une solution pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous changeriez ou... Alors, j'ai pas eu l'impression que ça ait beaucoup fonctionné.
Quand j'ai entendu un peu des choses là-dessus, j'ai pas eu l'impression que ça avait énormément fonctionné. Et je pense que ça rejoint ce qu'on a discuté juste avant, que c'est pas évidemment, il faut que ça soit accessible, il faut qu'on puisse y aller, mais quand il manque le chemin pour aller vers la culture, pour aller vers ces choses-là, il suffit pas que ce soit pas cher pour le remplacer. Alors ça a fonctionné, c'est juste qu'on s'attendait pas à autant d'engouement pour les mangas et les choses qu'aujourd'hui on considère, si on est d'une autre génération, comme n'étant pas de la culture, mais finalement, ça a fonctionné. Les jeunes sont allés vers la culture. C'est pas la culture qu'on attendait, mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites que ça n'a pas fonctionné? Moi, j'ai pas eu l'impression, en tout cas, j'en ai pas entendu autour de moi. J'ai pas eu l'impression que des foules justement s'étaient saisies de ça. Si vous me dites que finalement, si, un peu, ok. Mais alors moi, que ça aille vers les mangas, ça me dérange pas. Je dirais pas que les mangas c'est pas un art. Justement, parlons d'art. Quelle différence vous faites? Vous avez exactement 30 secondes pour nous donner votre réponse entre un art bourgeois et un art populaire. C'est un art populaire, moi, c'est un art qui sera entièrement libre. Et un art bourgeois? Et un art bourgeois, c'est justement un art qui est réservé aux bourgeois. Bourdieu, entends-nous, et justement, il réveille les morts, il coupe les gorges de poulet avec une faucille et frappe le marc de café avec un marteau. C'est notre astrologue préféré, c'est la Chronique des Astres par Simon Berger. La Grâce matinale, Simon Berger, thème astral. Bonjour Monique Daba, je suis très heureux de rencontrer la porte-parole de la campagne de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut recevoir 50% des effectifs d'un parti politique dans un studio. Et si vous étiez venu avec Madame Arthaud, vous auriez carrément pu organiser une université d'été, n'eût été justement que nous ne sommes encore qu'à l'ami Marx. L'ami Marx, le camarade du grand soir et l'ami du petit déjeuner. D'ailleurs, vous penserez à donner un croissant à Madame Daba et un bon gros pain au patronat. Mais ne nous avançons pas trop, l'élection de Madame Arthaud n'est pas encore acquise. Pour vous faire plaisir, je veux bien regarder dans les étoiles, mais vous risqueriez de voir rouge. Et pourtant, c'était bien parti cette histoire. Les étoiles ont quand même un sacré point commun avec le trotskisme, la révolution permanente. La seule différence est de taille, étant tout de même qu'en astrologie, on n'élimine pas une planète parce qu'elle est en opposition. Mais malgré tout, j'ai été très vite confronté à un sérieux problème en essayant de dresser la carte du ciel de Nathalie Arthaud. Normalement, une des premières choses que l'on fait, c'est de déterminer la planète dominante du thème étudié. Pour cela, c'est la cuisine. On fait un petit tableau avec pour chaque planète son influence sur l'ensemble du ciel natal, exprimée en pourcentage. Madame Arthaud, qui est professeure d'économie, heureusement qu'elle ne croit pas à l'enfer, Madame Arthaud, qui est professeure d'économie, me comprendra très bien. Or, vous n'allez pas me croire, mais aucune planète dans le ciel natal de Nathalie Arthaud ne dépasse 1%. J'ai eu beau chercher, calculer, recalculer, nada, quechi, niet, comme on dit chez vous. Même la Lune, et pourtant, la Lune, c'est quand même ce qu'il faut regarder en premier dans le thème natal, et Nathalie Arthaud est née juste après une pleine Lune, et bien même la Lune ne donne rien. Force est de constater que, fatalement, après une nuit de pleine lutte, on entame une phase décroissante. Rien de bien folichon donc sur le plan des astres. Alors, plutôt que de vous plomber le moral, j'ai préféré poursuivre la tradition que j'ai moi-même décrétée dans cette émission. À force de recevoir des communistes, j'ai épuisé mon stock de mauvaises vannes astrologiques, et je préfère désormais, dans le cadre du programme Sans blague et un Marx, finir ma chronique en chanson. Vous serez encore plus affligé quand j'aurai fini Alboran. Ça m'inquiète. Arthaud, je ne suis pas rouge, je ne suis pas coco. Quand on veut que le monde bouge, quel manque de polpo. Oui, je connais ton parti. Hello. Mais t'as perdu les prolos, Florange. 0, ils votent tous fachos. Ça va, Alban? C'est ça, si tu nous entends. Arthaud, tu lèves ton poing, s'embrasse les bling bling. Prête au chant des lendemains et au fisc fucking lutte pour moi Nathalie.
Oh oui, lutte, 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 ma bolcho. Tes élèves, au moins, auront pas cours d'écho. Artaud, connais-tu l'histoire? C'est pas très marrant qu'on regarde le fleuve jaune ou la mer Noire ou même les Russes blancs. On voit surtout du rouge, sans parler de Castro. Ça fait un beau bilan pour les cocos. Artaud, un jour, tôt ou tard, y aura plus Trotsko. Le dernier est mort sur un trottoir de Mexico. Allez Nathalie, allez. Courage, croisant les instituts de sondage. 1%, c'est suffisant pour une vraie coco. Amis auditeurs qui nous rejoignaient sur le passage FM de Fréquence Protestante, vous êtes FIP. Vous êtes dans la Grâce matinale et ça n'est pas, n'oubliez pas les paroles, ne vous inquiétez pas. En attendant, amis auditeurs, à chaque fois que Simon revient, je m'inquiète sur l'avenir de cette émission en me disant va-t-on nous autoriser à reprendre l'antenne la semaine prochaine. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité, merci d'être venus pour présenter le programme de Lutte ouvrière, c'était un plaisir de vous recevoir et amis auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.